Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la Spider Society. Je le rappelle, le but est très simple, c'est de vous présenter un Spider-Man ou une Spider-Woman à travers ses origines dans les comics. Et après avoir présenté Hobie Brown alias Spider-Punk dans l'épisode précédent, aujourd'hui je vais vous parler des origines de Miguel O'Hara, à savoir Spider-Man 2099. Le Spider-Man 2099 a été créé par Peter David et Rick Leonardi et apparaît pour la première fois dans le comics The Amazing Spider-Man numéro 365 d'août 92, qui fêtait justement les 30 ans de Spider-Man à l'époque. Le Spidey 2099 sera tellement apprécié qu'il sera d'ailleurs une source d'inspiration notamment pour le Batman Beyond chez DC Comics. Il est probablement avec Miles Morales le Spider-Man alternatif le plus connu du grand public puisqu'il est déjà apparu dans pas mal de jeux vidéo. En effet, vous pouviez débloquer sa tenue dans le jeu Spider-Man 1 sur PS1, la bonne époque. Il était un des personnages principaux des jeux Spider-Man Dimensions et Spider-Man aux frontières du temps qui d'ailleurs je vous les recommande, ils sont excellents. Et plus récemment, son costume était disponible dans le jeu Marvel Spider-Man d'Insomniac Games. Et maintenant, on passe sur ses origines, c'est parti! Miguel O'Hara vient de la Terre 928, une Terre futuriste complètement dystopique où une guerre civile entre mutants et civils lambda a éclaté. Parce qu'au fil du temps, on voyait de plus en plus de mutations génétiques chez de plus en plus d'individus. Bref, je vous la fais courte. Ça a été la merde, et ça a emmené la montée au pouvoir de certaines grosses corporations, telles que notamment Stark Fujikawa et Alchemax, qui d'ailleurs est la corpo à l'origine de Spider-Man 2099. Vous allez comprendre. Bon, déjà, le background, comme on pourrait le dire, n'est pas spécialement au rendez-vous, mais vous allez voir que la vie de Miguel n'est pas un long fleuve tranquille en plus de ça. Miguel est le fils de Conchata O'Hara et de George O'Hara, et il a un frère qui s'appelle Gabriel, et il vit à Nueva York, la version donc futuriste de New York. Et pour poser les premiers bails, il faut savoir que George, le père de Miguel, est un homme violent envers sa femme et ses deux fils, ce qui provoquera des traumatismes à Conchata, qui finira dans une maison de repos avec quelques séquelles mentales. En effet, elle passera le plus clair de son temps à faire du chantage à ses fils en disant qu'elle va mettre fin à ses jours pour que ses fils lui rendent visite. Mais c'est pas tout, puisqu'à chaque fois qu'elle voit Miguel, elle ne peut pas s'empêcher de le frapper, parce que selon elle, il ressemble énormément à son père. Sympa l'ambiance, hein? Et le pire, c'est que c'est pas fini. Parce que oui, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que George O'Hara n'est même pas le père biologique de Miguel. Eh oui. Mais attendez la suite pour en savoir plus sur son vrai père biologique. Entre temps, Miguel rencontre sa première amie, Xina, qui l'aidera notamment face à Cronstone, un jeune tyran qui prend un malin plaisir à persécuter Miguel. Par la suite d'ailleurs, Xina développera une intelligence artificielle qu'elle appellera Layla, qui sera une sorte de serviteur répondant aux ordres de Miguel, avec une apparence fortement inspirée de Marilyn Monroe. Plus tard, il devient un véritable génie de la génétique, ce qui lui vaudra d'être embauché chez Alchemax, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est donc une société à but non lucratif, je mets des guillemets plus gros que moi parce que c'est légèrement une blague, qui a pour but de produire plein de choses diverses pour le besoin des civils et améliorer leur vie au quotidien. Au sein d'Alchemax, Miguel travaillera sur une formule ayant pour but de copier le code génétique d'un individu pour les transférer à un autre individu. Et plus précisément, il cherche grâce à cela à reproduire les capacités du Spider-Man de l'âge d'or, car Miguel est un immense fan du tisseur. Tyler Stone, le chef de la section scientifique chez Alchemax, et donc le supérieur de Miguel, mais aussi le père du jeune Cronstone dont je vous parlais tout à l'heure, commence à mettre la pression sur ce dernier pour qu'il enchaîne sur la phase de test sur les êtres humains. Miguel choisit donc sous la contrainte un sujet test et utilise son propre code génétique pour faire le test de transfert sur le cobaye. Malheureusement, et je pense que vous en doutiez, l'expérience vire à la catastrophe, transformant le sujet en une espèce de monstre difforme dégueulasse qui attrapera Miguel. Mais par chance pour lui, le sujet test meurt rapidement. Encore sous le choc suite à cet incident, il décide d'aller voir Tyler Stone pour poser sa démission. Tyler, comme tout bon boss bien fourbe, tente d'apaiser les choses dans le but de garder Miguel sous son aile car il reste tout de même son élément le plus brillant. Et pour ce faire, il va notamment proposer un verre de vin à Miguel, toujours dans le but de détendre l'atmosphère, et Miguel accepte. Grossière erreur puisque Tyler a placé dans son verre un échantillon de Rapture, une drogue hallucinogène très puissante et très addictive qui fusionne petit à petit avec l'ADN du consommateur. Drogue qui, par ailleurs, provient d'Alchemax. Tyler a en effet utilisé cette drogue dans le but de faire chanter Miguel pour le garder sous le coude, parce qu'il possédait l'antidote sur lui. Il est assez horrible, boss, non? Mais attendez, vous n'êtes même pas au bout de vos peines, puisque Tyler Stone
en plus d'être le boss de Miguel, et bah c'est lui le père biologique de Miguel, et donc Cronstone, son harceleur quand il était jeune, et son demi-frère. Ah, les joies de la famille. Miguel, qui n'avait pas envie de dépendre de Tyler et de son antidote, mais qui désirait tout de même se soigner car la drogue lui déclenchait des crises de violence, notamment avec Diana, sa fiancée, en décida autrement. Il utilisera donc sur lui-même la machine de transfert génétique, parce que si vous vous rappelez bien, lors du précédent test, il avait utilisé son propre code génétique pour le transférer dans un autre individu. Il se dit donc que son échantillon de code génétique vierge de toute drogue pourrait le guérir. Mais bien sûr, il y a un rebondissement, sinon c'est pas drôle. Et donc, pendant qu'il utilise la machine sur lui-même, Aaron Delgado, un autre supérieur de Miguel, trafique son expérience. En effet, ce dernier était jaloux de la réussite de Miguel et voulait se débarrasser de lui en sabotant son expérience. Ce qui fait qu'au lieu d'utiliser le code génétique de Miguel, il insère à la place le code génétique d'une araignée. Par chance, Miguel s'en sort vivant, mais en plus, il semble guéri de son addiction à la rapture. Mais alors qu'Aaron veut voir le résultat de l'expérience et cherche à retourner Miguel, il y découvre un Miguel totalement métamorphosé en une sorte de monstre ressemblant à un vampire. En effet, Miguel se retrouve avec des yeux blancs, des crocs acérés et des sortes de griffes qui lui sortent du bout des doigts. En découvrant cela, Aaron panique et tire sur Miguel pensant que ce dernier veut le tuer, alors que Miguel, lui, souhaite juste qu'Aaron stoppe tout ça. Et pendant toute cette fusillade, une balle atterrit dans un container radioactif, ce qui déclenche une énorme explosion dans les locaux. Aaron se fait souffler par l'explosion, et alors qu'il allait tomber dans le vide, Miguel le rattrape in extremis. Sauf que, comme je vous l'ai dit auparavant, suite à sa transformation, Miguel a désormais des griffes qui sortent du bout de ses doigts. Et donc, pendant ce temps-là, ces fameuses griffes lacèrent complètement le poignet d'Aaron, lui réveillant une douleur insupportable, à tel point qu'Aaron force Miguel à le lâcher, et donc Aaron finira bel et bien par chuter dans le vide. Miguel, complètement affolé par ce qui vient de se passer et par la découverte de ses pouvoirs, n'a pas le temps d'émerger puisque la sécurité de la HMAX débarque. Du coup, il n'a plus vraiment le choix et saute dans le vide pour prendre la fuite et parvient à se raccrocher au mur grâce à ses griffes. Pendant sa chute, il va même se ramasser sur le deltaplane d'un partisan de l'église de Thor. Ouais, ça existe. En gros, l'église de Thor, si vous voulez, sur la Terre 928, c'est une sorte de groupe de fanatiques de Thor qui voue un culte à son retour sur Terre. Voilà, c'est pas spécialement intéressant. Mais quand donc il atterrit sur le deltaplane, le fanatique de Thor lui donne un bout de tissu pour qu'il puisse se cacher le visage, histoire qu'il n'effraie pas les civils avec ses crocs. Il revient chez lui et s'endort, mais en se réveillant, il pense que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant n'était qu'un mauvais rêve. Malheureusement, il comprend que c'était bien réel quand il voit les griffes au bout de ses doigts qui sont toujours là. Mais alors qu'il approchait ses griffes de son torse, ces dernières se rétractèrent instinctivement pour ne pas le blesser. Il découvrit ensuite qu'il disposait d'un autre pouvoir. En effet, sa vision s'était nettement améliorée et il pouvait même voir clairement la nuit. C'est d'ailleurs grâce à ce pouvoir qu'il se rend compte qu'il est suivi de près par un individu qui n'est nul autre que Venture, un chasseur de primes cyborg engagé par Tyler Stone dans le but de capturer Miguel. Miguel rentre donc chez lui et réfléchit à un moyen de protéger son identité secrète. C'est alors qu'il retrouve un costume qu'il avait confectionné auparavant pour le jour de la fête des morts. Car je le rappelle, Miguel étant mexicain d'origine, il célèbre la journée des morts. De plus, il s'avère que ce costume avait été réalisé avec une matière très résistante pour qu'il ne puisse pas se déchirer pendant la fête. Par conséquent, il n'y avait aucune chance que les griffes de Miguel transpercent le costume. Et pour l'agrémenter, il utilisera le bout de tissu que le fanatique de l'église de Thor lui avait donné auparavant pour s'en faire une sorte de cape. Hey, Peter, je crois qu'on appelle ça une cape. Miguel met donc son costume sur lui et sort de son appart façon Spidey pour retrouver et affronter Venture. S'ensuit un combat assez vénère dans les airs entre les deux, mais malgré les pouvoirs de Miguel, il se fera tout de même capturer par le chasseur. Il parviendra tout de même à se libérer grâce à ses griffes, et découvrira alors qu'il peut utiliser des toiles organiques depuis le haut de ses avant-bras. Il se servira d'ailleurs de cette capacité pour aveugler son adversaire, et suite à cela, Miguel, cette fois-ci, prend l'avantage sur Venture. Il parviendra à désarmer le chasseur et lui plantera ensuite son arme dans la jambe, ce qui aura pour effet de désactiver la plupart de ses fonctions. Suite à ce premier affrontement victorieux, Miguel décide de suivre la voie de son idole Spider-Man et de lutter contre le crime. Après de nombreuses aventures, suite à des expériences menées par l'entreprise Stark Fujikawa, qui est une autre corpo fouteuse de merde de la Terre de Miguel, ce dernier se voit échanger sa place avec celle du Spider-Man de la Terre 616. Spider-Man 2099 se retrouve donc à affronter le Venom de la Terre 616 et le Spidey classique, quant à lui, affronte le Vautour 2099. Les deux tisseurs arriveront par la suite à se retrouver sur la même Terre dans les années 90 en compagnie de Max Born,
le Spider-Man 2211, qu'au passage on aperçoit dans le film Across the Spider-Verse. Les trois araignées affronteront ensemble le Super Bouffon, ou Hobgoblin 2211, le pire ennemi du Spidey 2211. Une fois le Super Bouffon vaincu, ils retournent chacun sur leur terre d'origine. Mais par la suite, Miguel affrontera Venom. Mais pas le Venom de la Terre 616, non, il affrontera le Venom 2099, qui n'est nul autre que, surprise, son demi-frère et tyran de sa jeunesse, Cronstone. En effet, Cronstone avait donné l'ordre de faire tuer la famille de Jake Gallows, le Punisher 2099, sauf que ce dernier l'a retrouvé et l'a blessé mortellement pour se venger de cette possible attaque, pour ensuite le jeter dans les égouts. C'est alors que, flottant dans les égouts, il découvre une boule noire qui n'est autre qu'un symbiote et s'accroche à lui, le transformant ainsi en Venom. Grâce à ce pouvoir, Kron a cherché à torturer émotionnellement Miguel, après avoir appris que ce dernier était son demi-frère, en prenant en otage Xina, la première amie de Miguel, et Dana, son ex-fiancée, et en le forçant à choisir qui aurait la vie sauve et qui mourrait. Xina tend la main, et Miguel lui tend la main en retour, laissant Venom penser qu'il souhaite sauver Xina. Cependant, c'était un stratagème. Miguel arrête le monstre à temps et s'enfuit avec Dana, lui conseillant de courir. Quand il revient sur le lieu de l'affrontement, Venom et Xina sont absents de la pièce. Venom reprend Dana et bien que cette dernière supplie Venom de libérer Xina, Xina garde toujours un certain mépris envers Dana. Lorsque Miguel et le Shield arrivent, une bataille s'ensuit qui permet à Xina de s'échapper avec l'aide de Dana. Malheureusement, pendant la bataille, cette dernière fut tuée accidentellement par Venom et Miguel pleurera donc sa mort. Après les événements du comics L'Ère d'Ultron, qui est très différent du film Avengers L'Ère d'Ultron, où le continuum espace-temps a été sacrément mis en bazar, faut le dire, le père de Miguel, Tyler Stone, se met à disparaître de la réalité, ce qui met Miguel en danger. Eh ben oui, si tu effaces le père de la trame de l'espace-temps, tu vas effacer petit à petit le fils. Il retourne donc sur la Terre 616 pour régler le problème, quitte à rester coincé sur place, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, puisque son abruti de père brise le portail, lui empêchant tout retour possible une fois la mission accomplie. Sympa le père, hein. Miguel n'aura alors pas d'autre choix que de bosser chez Alchemax, et il profitera d'ailleurs de cette occasion pour essayer de modifier le futur en bien. Erreur, Miguel, les paradoxes temporels, les canevas, toi-même tu sais pourtant. Mais entre-temps, il croisera le chemin du Superior Spider-Man pendant les événements du Spider-Verse. Je vais pas reparler du Spider-Verse là pour le coup parce que j'en ai parlé déjà dans les 3 précédentes vidéos, je verrai peut-être pour en faire une vidéo à part entière. Mais du coup, si vous n'avez pas vu les 3 précédentes vidéos, je vous laisse aller y jeter un petit coup d'œil. Pensant que ces problèmes seraient réglés une fois les événements du Spider-Verse terminés, il cherchera à rentrer sur sa Terre, mais il se retrouvera dans un futur dystopique très proche du futur où se trouve le Maestro, la version maléfique de Hulk de la Terre 9200. La seule personne à se souvenir du monde de Miguel avant sa transformation en Terre dystopique n'est autre que Jenny Strange, la sorcière suprême. Grâce à elle, il a pu retourner de nouveau sur la Terre 616 et maintenir un portail lui permettant d'observer les conséquences de ses actions au sein d'Alchemax sur sa Terre tout en bossant dans l'entreprise du Superior Spider-Man, Parker Industries. Et au passage, entre-temps, Miguel se crée un nouveau costume et, il faut en parler, il est ultra stylé. Bref, manque de bol pour lui, des vilains de différentes versions de la Terre de Miguel débarquent car ils en avaient après lui. Et après un bon nombre d'aventures où il va affronter tous ces vilains de terres alternatives, il se retrouvera même face au Sinister Six d'un 2099 alternatif, encore une fois, où ces derniers dominaient le monde. Heureusement, Miguel parvient à défaire le groupe de vilains et retrouvera par la suite sa Terre comme elle était à la base. Et voilà les beignets, je vais m'arrêter là sur Miguel O'Hara parce que sinon je ne m'arrêterai jamais. Il y a énormément d'histoires, il faut savoir en tout cas sur Miguel O'Hara. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce 4e épisode de la Spider Society vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Vous le savez, ça soutient notre travail, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi mettez-moi en commentaire quel Spider vous voudriez que je traite à l'avenir dans de prochaines vidéos. Je vous le dis, le prochain épisode sera sur un Spider qu'on m'a beaucoup demandé, qui n'est nul autre que Ben Reilly, à savoir Scarlet Spider. Et en attendant le prochain épisode de la Spider Society, je vous dis bye les beignets.